Bon, Avengers Infinity War, le film qui a changé le Marvel Cinematic Universe à jamais, et surtout le film qui nous a présenté Thanos, le vilain qui a gagné contre les Avengers. Quel film, quelle histoire et quel dénouement. Mais, et si je vous disais qu'en réalité Avengers Infinity War à la base, c'était pas du tout ce qu'on a vu, l'histoire était complètement différente. Un film du point de vue de Thanos, des héros qui allaient mourir, les pires d'infinité, etc. C'était complètement différent, le sujet de notre exploration d'aujourd'hui. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et exposez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui on explore l'histoire d'origine de Avengers Infinity War. Bon visionnage. Le jugement de Thanos par Doctor Strange et le tribunal vivant, un combat épique contre Thor et le Serpent Monde afin de créer sa nouvelle arme, la mort de certains héros ou encore toute l'histoire de Thanos sur Titan, Avengers Infinity War était à la base un film complètement différent de celui qu'on a tous vu au cinéma. Heureusement pour nous, le Infinity War qu'on a eu a quand même été incroyable. L'histoire d'origine, elle, les premières idées, comme on va le voir, étaient pour certaines très sympas et pour d'autres un petit peu moins. En tout cas, le MCU d'aujourd'hui, lui, aurait été bien différent. Un film Avengers Infinity War qui était en réalité beaucoup plus sombre et fourni que celui qu'on a eu la chance d'avoir. Et ça commence très vite. La menace Thanos, utilisée précédemment, est enfin là. Sauf que le film semble se tourner autour de lui. Et plus précisément, la narration du film était du point de vue de Thanos. En effet, l'une des premières versions du script mettait en avant un Thanos narrateur, nous racontant entre autres l'histoire de l'Ordre Noir, mais pas que, même sa propre histoire était beaucoup plus importante dans le film, comme si c'était lui le personnage principal. Une idée qu'on retrouve à la fin de notre Avengers Infinity War. Lorsque le film se termine et précise, Thanos reviendra, comme s'il était question de son film, alors qu'habituellement c'était un teasing consacré aux Avengers, aux héros. C'est ainsi, suite à cette idée, que le script allait nous montrer la jeunesse de Thanos, et comment sa planète Titan était menacée. On y voyait alors un Thanos différent dans le look, beaucoup plus jeune mais aussi on pouvait voir sa famille au complet, d'autant plus que Thanos faisait partie de la famille royale de Titan. Même Eros, le frère de Thanos introduit à la fin du film Eternals, était déjà visible. En somme, beaucoup d'infos sur le Titan fou, son espèce, sa planète, le tout de 100 points de vue, y compris la partie où il a été exilé par son peuple. Quelque chose qui allait être omniprésent dans tout le film. Les Avengers auraient été alors les vilains, ceux qui étaient prêts à tout pour empêcher Thanos de sauver l'univers. Car oui, du point de vue de Thanos, il était le sauveur, celui qui était prêt à faire tous les sacrifices pour le grand bien. D'ailleurs, le film Endgame empruntera une idée qu'on trouvait à la base dans une ancienne version du script de Avengers Infinity War, à savoir un haste concernant les pierres d'infinité, un braquage, et ici c'était Thanos qui allait être à la tête de ce braquage. Aussi, Thanos, selon les époques, était présenté différemment, enfin lorsqu'on parle de son accoutrement, ressemblant même parfois à un pharaon d'après les sources. Des vestiges de cette idée ont néanmoins été utilisés dans la version finale, comme le fait que Thanos, une fois en possession de 2 pierres d'infinité, enlève son armure, comme s'il n'était plus question de se battre, comme si il avait atteint un stade de puissance ultime, présenté alors comme une sorte de prophète, un philosophe, souhaitant épargner ceux qui lui font face, et surtout laisser le claquement de doigts décider de qui allait mourir. Comme quoi, certaines idées restent, en moins dans la symbolique. En tout cas, un Thanos narrateur, et une plongée dans son histoire, j'avoue, ça aurait pu être très sympa. Des idées qui finalement seront mises de côté, ou adaptées différemment, avec comme résultat final, un film coupé en 3 parties, avec d'un côté Steve, de l'autre Tony, mais aussi un Thor, qui quant à lui s'était lancé en quête d'une arme capable de terrasser Thanos, ainsi que son gant de l'infini. Et vous savez quoi ? La place de Thor dans le film, ainsi que son voyage puis son acquisition de Stormbreaker, sa nouvelle arme après la destruction de Mjolnir, était là aussi à la base bien différente de ce qu'on a vu. Et comme pour l'histoire de Thanos, nous avons le droit à plusieurs concept arts, la preuve que l'idée en est arrivée à ce stade avant d'être finalement modifiée. Au départ, Thor devait affronter le Serpent Monde, Jormungand. Là aussi un récit inspiré de la mythologie nordique, et surtout un événement en lien direct avec le film Thor 3 Ragnarok. C'était un peu comme une sorte de suite dans l'idée, une suite cachée dans un film Avengers. D'autant plus que le Ragnarok, ce fameux événement cataclysmique, n'est semble-t-il pas encore terminé. Donc il y avait là moyen d'y adresser plusieurs scènes. Dans cette ancienne version, la Stormbreaker de Thor allait être justement créée à partir du squelette du Serpent Monde. Mieux, selon certaines sources concernant d'anciennes versions du script, il était même question de la présence de dragons dans la scène de la forge, tout un arc qui a finalement été mis de côté.
Infinity War souhaitant connecter Thor avec Thanos, d'une part concernant le destin du peuple asgardien massacré par ce dernier, mais aussi le fait que les deux personnages ont eu accès à des armes forgées au même endroit, deux armes divines asgardiennes. Vu que le gant de l'infini a lui aussi été créé sur Nidavellir, une forge millénaire asgardienne qui plus est, alimentée par une étoile. Petite parenthèse, la scène de la forge nous présente d'ailleurs ce qu'on appelle une sphère de Dyson. Il s'agit d'une structure gigantesque construite autour d'une étoile afin de capter et utiliser un maximum son énergie. La preuve, une nouvelle fois, de l'avancée technologique incroyable d'Asgard, ici sa forge, un élément en adéquation avec ce que nous disait Odin, le père de Thor, ou Thor lui-même, et le fait que leurs pouvoirs n'ont rien de magique, ils sont extrêmement avancés technologiquement. De mon côté, je l'avoue, un mix entre les deux idées aurait d'ailleurs été intéressant pour continuer à développer le background autour du personnage de Thor, les inspirations mythologiques, etc. Mais finalement, ils ont décidé de modifier le tout pour ne pas perdre le spectateur, ce que je comprends aussi avec une sous-intrigue trop éloignée de Thanos, ainsi que des pierres d'infinité. Et en parlant de Thanos, au départ il avait le droit à une sacrée scène en compagnie de Doctor Strange, puisqu'il était question dans cette version d'un Avengers Infinity War avec une scène dédiée au jugement de Thanos. Rien que ça. La scène en question avait lieu lors du duel de Doctor Strange et Thanos. Souvenez-vous, suite à l'arrivée de Tony, Strange, Spidey et une partie des gardiens sur Titan. Toute la base était la même, sauf pour le duel entre Thanos et Strange. Vous vous souvenez de la toute première fois où Doctor Strange rencontre l'ancien dans son propre film, quand l'ancien touche son front pour l'envoyer dans une sorte d'illusion à travers l'espace, le temps et les dimensions? Eh bien, Strange devait faire la même chose à Thanos. Et le concept art est plutôt parlant. Ces derniers commencent à se battre avec un Thanos qui déjoue les sortilèges de Strange, puis ce dernier s'approche du Titan fou et accède à son front. Thanos est alors à son tour projeté à travers la folie d'un sortilège visant à le blesser psychologiquement, car si les autres Avengers ou gardiens présents sur place eux jouent sur la force pure, Strange voulait blesser Thanos, mais différemment. La scène aurait ainsi présenté un voyage dans le plan astral décrit comme irréel, avec un Thanos et Strange, tous deux se retrouvant seuls, hors champ de bataille, dans un espace sans gravité et saturé de couleurs et formes impossibles. Le tout sous le regard du Tribunal Vivant, une entité cosmique majeure des comics Marvel, qui n'a pas encore été introduite officiellement dans le MCU. On a d'ailleurs pu voir des statues de cette entité ici et là, que ce soit dans le film Strange 2 ou Thor 4, mais ici il était question de la vraie, enfin une sorte d'illusion de la vraie. Thanos devait alors être jugé pour tous les crimes qu'il a fait à travers la galaxie, se rendant compte de la gravité des actes qu'il a menés en réduisant la population de plusieurs planètes de moitié. En somme, des visions cauchemardesques dans l'idée, une attaque mentale pour déstabiliser le Titan fou. Forcément, toute la scène, bien qu'intéressante visuellement, a été abandonnée, jugée trop complexe pour un public déjà bombardé d'action. Et c'est plutôt vrai, dès que nos héros arrivent sur Titan, les scènes de combat contre Thanos s'enchaînent l'une après l'autre. Et puis, amener sur la table le Tribunal Vivant, je comprends là aussi que ça puisse perdre une partie des spectateurs. Par contre, avec l'avancée du MCU aujourd'hui, il devient beaucoup plus facile d'amener ce genre de choses dans l'intrigue. Une autre scène là aussi qui a lieu sur Titan, dans le même contexte, et cette fois qui a même été tournée, c'est vous dire à quel point elle était restée pertinente, on a les images à travers toute une scène coupée, c'est une version du film où Mantis devait avoir son rôle à jouer durant le combat contre Thanos. En effet, le Titan fou s'était servi de la gemme de l'âme, nouvelle pierre d'infinité fraîchement collectée sur Vormir, contre les héros sur Titan, résultant en la séparation pure et simple des âmes des gardiens de la galaxie hors de leur corps. Mantis est alors présenté comme la seule capable de les sauver. Mais enfin, et c'est très intéressant, c'est Doctor Strange qui précise que Mantis peut les sauver, alors que Mantis elle-même ne sait même pas ce dont il est question. Ce qui fait bien évidemment écho au fait que Doctor Strange avait déjà vu toutes les possibilités, savait déjà comment allait se dérouler le combat contre Thanos, et plus loin encore, jusqu'à leur victoire dans Endgame. Et bien sûr, Strange avait raison, car Mantis va bel et bien réussir grâce à ses pouvoirs singuliers à recoller, si on peut dire ça comme ça, l'âme des gardiens touchés avec leur corps. Un pouvoir qui ne sort pas de nulle part, Mantis, on le sait, étant capable d'agir sur un être, ses sentiments et autres, tant qu'elle est en contact direct avec lui. C'était d'ailleurs pour ses pouvoirs que son père, Ego, l'avait laissé en vie. Du coup, une scène qui sera coupée pour alléger le montage. Vous en pensez quoi, vous? Ils auraient dû la laisser? Une autre scène, à la fois intéressante et très sympa, toujours liée à Doctor Strange, c'est lorsque ce dernier avec Tony Stark échangent carrément leur costume de héros. Et ça se passe pile au moment où Strange est prisonnier d'Ebonimo, suspendu dans les airs entouré de centaines d'aiguilles prêtes à se refermer sur lui. La scène finale était d'ailleurs très cool.
Et, dites-vous, que plusieurs possibilités ont été envisagées pour cette séquence, pour cet échange improbable des tenues de Tony et Strange. Des idées si avancées qu'on a là aussi le droit à des concept arts officiels. Dans une première version, il était par exemple question d'un sortilège qui inverserait littéralement les pouvoirs des deux personnages, nous offrant un Dr Iron Man, un Strange dans une armure rouge, etc., et un Tony Strange, un Tony vêtu de la robe mystique du sorcier suprême. Un concept complètement fou visuellement, mélangeant technologie et magie. On pouvait clairement pas faire plus stylé. Dans une toute autre version, plus logique cette fois dans le déroulement du combat, on a juste un Tony qui envoie simplement son armure à Strange pour le protéger des aiguilles des Bonimo. En échange, la cape de lévitation de Strange s'enroule alors autour de Stark pour le protéger à son tour. Un deal improvisé, rapide, efficace, mais qui aurait donné lieu à un échange iconique. Perso, je trouve les concept arts incroyables, surtout le Tony Stark sorcier. Finalement, tout ça sera mis de côté, même si la scène a bien été filmée, une nouvelle fois pour ne pas surcharger le film, ce que je peux comprendre. Restons maintenant sur Tony Stark, et scientifique et inventeur de génie qu'il est, il était prévu à la base qu'il puisse utiliser une nouvelle version de l'Iron Legion, son armée de robots/armures téléguidés. Ils auraient été commandés par Jarvis, et ce pour contribuer à la bataille contre Thanos. Souvenez-vous, on avait déjà vu cette armée avant, et ici l'idée c'était de réutiliser le concept. Mais finalement, entre le budget explosif, la complexité narrative et aussi, disons-le, le désir de montrer un Tony plus vulnérable et plus attaché à Pepper qu'à ses armures, cette idée a été sacrifiée. D'ailleurs, comme pour l'Iron Legion, il avait été envisagé à un moment d'ajouter à l'armée wakandaise des exosquelettes mécaniques et panthères robotiques. Là aussi de quoi appuyer sur l'avancée technologique du pays. Une folie visuelle, si on peut dire ça comme ça, qui a également été mise de côté pour avoir quelque chose de beaucoup plus sobre et plus dans l'aspect plutôt traditionnel du Wakanda, plutôt que technologique ou futuriste. On retrouve alors sur le champ de bataille toutes les tribus, y compris celles des Jabari, devenues alliées depuis les événements du premier film Black Panther, pour un rendu simple mais efficace. D'ailleurs, en parlant d'armure, vous vous souvenez du Hulkbuster de Tony ? D'abord apparu dans Avengers 2 puis réutilisé dans Avengers 3 Infinity War, eh bien il était présent oui, mais avec un tout autre résultat dans cette version d'origine. Dans cette version alternative de la bataille du Wakanda contre l'armée de Thanos, Banner aurait fini par laisser exploser toute sa colère et Hulk aurait littéralement détruit l'armure pour en jaillir de l'intérieur. Le plan se voulait visuellement fort avec un retour du vrai Hulk dans toute sa puissance, détruisant l'armure de Tony. Et Dieu sait à quel point les fans du MCU attendent le retour du vrai Hulk. Selon les commentaires, il s'agissait d'un visuel symbolique, une sorte de transition parfaite de Tony et ses créations à Banner les utilisant, puis Hulk les pulvérisant pour devenir la force brute qu'on connaît. Mais les frères russes ont décidé de garder Hulk en retrait tout le film pour faire de sa réapparition dans Endgame un moment plus marqué. À un moment, ils ont même envisagé de gérer la création d'un pseudo-professeur Hulk dans ce film, avec une sorte de moment introspectif entre Hulk et Banner, pour avoir comme résultat une fusion des deux, l'intelligence, la voix et le contrôle de Banner, avec la puissance et la bestialité de Hulk. Une transformation qui aurait été montrée comme une sorte de prise de conscience, pourquoi pas déclenchée au moment où Banner, à l'intérieur du Hulkbuster, réalise qu'il n'arrivera pas à grand chose sans Hulk. En plus, dans le tout premier trailer de Infinity War, on voyait ce Hulk en question, mais du coup, ça aussi, ça a changé. Très intéressant également, on était censé avoir une sous-intrigue très sombre du côté de Nick Fury, qui, tenez-vous bien, allait être tué par Corvus Glaive, l'un des fameux enfants de Thanos. Même un concept art officiel présente cette idée, finalement mise de côté. Mieux, ce même Corvus Glaive allait être à son tour tué par un personnage portant le nom de Peter. Du coup, encore aujourd'hui, on ne sait pas s'il s'agissait de Peter Parker, notre Spidey, ou de Peter Quill, Star-Lord. Même s'il y a clairement plus de chances qu'il soit question de Quill. Je ne sais pas vous, mais ça me paraît beaucoup plus plausible. Enfin, et histoire de terminer cette exploration singulière comme il se doit, parlons de Vormir et de la gemme de l'âme, mais aussi du gardien de cette même pierre d'infinité. Dans le film, notre Infinity War, on découvre Vormir, une planète sombre désertique avec une ambiance volontairement mystique. Mais les concept arts originaux présentaient un Vormir totalement différent. Un monde lumineux, presque paradisiaque, couvert de forêts aux couleurs vives. L'idée de base, c'était de créer un contraste entre la beauté naturelle du lieu et l'acte monstrueux qui devait s'y dérouler. Souvenez-vous, le sacrifice d'une âme, celle de Gamora. Quant au gardien de la pierre, le fameux Red Skull, du moins ce qu'il était devenu, là encore plusieurs pistes avaient été explorées. On sait que Red Skull a finalement été choisi, condamné à errer tel un spectre sur Vormir, mais dans certains brouillons, son rôle était bien plus étendu.
En effet, il ne se limitait pas à ce seul monde. C'était un personnage écrit plutôt pour être récurrent dans cette version du film. Le personnage devait apparaître dans différentes parties de l'univers comme une sorte d'entité errante condamnée à accompagner ceux qui cherchent à s'emparer des pierres de l'infini. Un rôle à la fois mystérieux et très symbolique. Car oui, c'était lui le vilain qui à la base voulait mettre la main sur le pouvoir de l'infini, caché au sein des 6 pierres, et finalement il se retrouve à hanter, et surtout à accompagner celui qui va réussir là où lui avait échoué. Visuellement, les premiers concepts montraient même Red Skull comme une silhouette voilée, une longue cape noire, etc., bien plus proche de la faucheuse, si on peut dire ça comme ça, que du général qu'il aidait dans le tout premier film Captain America, et finalement ils ont mixé un petit peu les deux. Marvel a ainsi choisi de limiter l'apparition de personnages à Vormir seulement, pour préserver la surprise, et ne pas trop brouiller la narration déjà assez dense. Dites-vous que, encore aujourd'hui, c'est un sujet empli de mystères Red Skull, et on continue de théoriser là-dessus. Bref, c'était finalement un bon choix de ne pas trop en faire, même si le grand fan du MCU que je suis aurait adoré en savoir plus. Qui sait, on pourrait revoir ce Red Skull dans le futur, lorsque les pierres d'infinité referont partie de l'intrigue, ou qui sait, on pourrait les voir dans un projet dédié à Steve Rogers, et sa fameuse mission de redéposer les pierres d'infinité à leur temporalité d'origine. Ainsi, comme vous l'aurez vu, Infinity War à la base c'était très différent. Heureusement pour nous, le Avengers Infinity War que nous on a eu était incroyable. À jamais l'un de mes films Marvel préférés. Quel film! Cette année on a carrément fêté les 7 ans de Infinity War et les 6 ans de Endgame, c'est juste fou. Je me souviens très bien de la claque monumentale que c'était de découvrir ce film au cinéma, et aujourd'hui je continue tout autant à vivre cette passion à travers un univers fou en possibilités. Manifestez-vous si vous suivez la chaîne depuis longtemps et dites-moi ça fait combien d'années que vous explorez en ma compagnie. Et bien sûr dites-moi aussi ce que vous pensez de ces idées abandonnées et quels sont vos préférés. En plus le petit commentaire ça aide beaucoup au référencement de la vidéo. Un grand merci. Mais du coup, une question subsiste. Pourquoi et Gamora? Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup, ça récompense le travail fourni et aide la vidéo à explorer le multivers. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous. Objectif 350 000 explorateurs d'univers. Si vous voulez qu'on refasse des vidéos sur Avengers Infinity War ou Endgame, faites-le moi savoir. Quant à moi, je vous redirige vers cette belle vidéo à ne surtout pas rater. Vous souhaitant une belle journée ou une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.